Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. Heureux de vous retrouver. Merci à Charles Chamas et à toute l'équipe qui, la semaine dernière, ont fait une brillante émission. Nous essayons aujourd'hui d'être à la hauteur de Charles et de l'émission de la semaine dernière. Merci beaucoup, Charles. Je t'en prie, Mando, c'était un plaisir. Très bien. Bonsoir, Philippe, comment ça va? Eh bien, oui, ça va encore. Très bien, très bien. Oui. Très bien. Okay. Alors, peut-être que certains se demandent pourquoi je démarre toujours sur la gauche, c'est parce que je suis bouché. Hein. Donc, je démarre toujours par là. C'est une mauvaise habitude. Non, mais la gauche ne me dérange absolument pas. Hein. À la gauche du président, mais ici, c'est à droite. Oui, regarde. C'est mal. Voilà, bonsoir Michel, merci d'être là avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un plaisir de se retrouver pour... alors, je le dis à chaque fois, mais je suis interpellé, comme je suis peut-être le plus ancien de cette émission, je suis interpellé assez régulièrement par des Martiniquais, des téléspectateurs, et qui nous remercient. Seulement des hommes qui te remercient? Merci. Non, je monsieur, Merci, on parle de femmes encore. On peut répondre non. Bien sûr. Il y a des femmes. Bon, mais voilà. C'est des téléspectatrices. C'est parce qu'on allait se faire agresser par Béatrice pour dire et voilà. Agresser. Vous ne parlez pas des femmes. Exactement. Non, mais tu vois, vous faites des progrès. Et tout de suite, tu prends ça comme une agression. Je suis contente que... Tu vois, tu as été... Automatiquement, c'est venu, tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose dans téléspectateurs. Eh oui, voilà, tu es bien. Alors, ce que j'ai noté quand même, c'est que compte tenu des sujets difficiles que nous avons abordés, on nous a remercié d'avoir donné des éléments d'analyse. Et comme avait dit mon ami Carl, on n'est pas resté dans l'émotionnel. On a donné des éléments de géopolitique et de géostratégie pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Bien. Dans la situation actuelle. Bien. Merci beaucoup. Bonsoir, Carl. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous dis les téléspectatrices d'abord. Désolé. La prochaine fois. Non, mais ça c'est un reliquat de ta vieille culture machiste. Pourquoi me dire les téléspectatrices avant? Ça s'appelle de la galanterie. Ça s'appelle de la Galanterie conservatrice. Voilà. C'est non, ce que toi, vous voulez nous faire dire. femme, c'est pas la cas de tout le monde. Hein. Tout à fait. Ça démarre fort. Bravo. Tac. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. Ça va bien? À tous les chroniqueurs ici présents, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Et Non, toi, merci, quand tu parles, Manu. tu veux dire les téléspectateurs d'abord. Non, pas du tout. Téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice, d'être avec nous. Merci à toi de nous inviter. Bonsoir, Charles. Bonsoir, merci Charles, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir et encore merci pour la semaine dernière. Non, mais c'était un plaisir. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Non, je souhaitais vous remercier les chroniqueurs qui étaient avec moi parce que, animer une émission avec eux, comme ils sont très pertinents et puis qu'ils possèdent de leur sujet, c'est un plaisir et j'apprends énormément sur le plateau. Il faut dire la vérité, il y a des dimensions qui sont abordés, il y a des éclairages qu'on ne voit pas toujours et qui sont proposés par leur analyse et c'est vrai que ça complète la mienne et j'en suis très heureux. Voilà. On m'a fait des compliments aujourd'hui pour l'excellent travail que vous faites. Et on m'a parlé aussi de toi, on a dit, oh là là, Béatrice, ça lui donne une dimension. On voulait peut-être me dire autre chose, mais bon, on s'est arrêté à ça. Oui, voilà. Eh bien, nous allons commencer ce soir déjà pour parler de ce qui se passe en Corse, puisque depuis Yvon Colonna, je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière d'Yvon Colonna, mais la Corse est en train de s'embraser et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur était là-bas. Et tout comme le ministre des Outre-mer qui avait lâché l'autonomie ici en venant, lui, il propose éventuellement l'autonomie pour la Corse. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est électoraliste? Enfin, quel est votre avis là-dessus? Moi, ça me fait bondir. Je suis autonomiste, convaincu, attaché à l'autonomie. Mais on ne lance pas comme ça des os à ronger. Okay? Il y a des problèmes dans certains pays, certains territoires. Il y en a eu en Guadeloupe, il y en a en Corse. Et lorsque ça bouge, si vous voulez l'autonomie, ok, vous la prenez, vous en discutez. Alors, je ne sais pas.
il y a d'autres eaux qu'on donne comme ça, mais il y en a un autre, enfin j'en parlerai pas maintenant. Mais je voudrais dire quelque chose sur l'autonomie. Je ne suis pas juriste là. Je fais de la philosophie du droit, la philosophie juridique. D'accord ? Alors, comment... moi, j'ai vécu l'autonomie à l'ombre de Césaire. Je l'écoutais, je le lisais. Et il y a deux termes qu'il a employés, deux concepts fondamentaux, la négritude et l'autonomie. Et ce sont deux concepts qui sont collés l'un à l'autre. La négritude, c'est quoi ? C'est l'affirmation que nous existons, même si nous sommes différents. Oui. Même si je suis noir, mais j'existe comme le blanc. C'est l'affirmation de l'existence, même différente. Et il faut bien comprendre que la négritude, ce n'est pas, c'est pas une référence à l'identité, c'est une référence à l'existence. Parce qu'avant, effectivement, on pouvait se poser des questions. L'article 13 du Code noir, nous sommes les meubles ne peuvent pas avoir de bien. Et puis c'est sa carte d'identité à Césaire. Mon nom offensé, mon prénom humilié, mon état, mon âge de la pierre, mon état révolté. Fantastique. Et une fois que nous avons acquis la certitude que nous existons, maintenant, il faut aborder un autre type de problème. J'existe, mais quelle relation vais-je avoir avec l'autre ? Celui qui est l'autre. Donc c'est la relation avec, si vous voulez, le centre. Et là, vous vous souvenez de son fameux discours, les 3 lois et les 5 libertés, il y a 3 lois. Il y a d'une part l'indépendance, il y a l'autonomie et il y a l'assimilation. Et je vais jusqu'au bout, parce qu'il faut que nous sachions cela. Alors l'indépendance, c'est simple, je suis différent de l'autre, il n'y a aucune raison que je continue avec lui. Donc l'indépendance, c'est quoi ? C'est la liberté moins l'égalité. Je ne suis pas avec l'autre, il n'y a pas de raison que je sois son égal dans le rapport. L'assimilation, c'est quoi ? Mais on m'assimile à l'autre, donc je suis comme l'autre, donc il n'y a pas de différence. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vocation particulière à gérer une différence, puisqu'il n'y a pas de différence. Tandis que l'autonomie, c'est différent. C'est l'affirmation de 2 principes. Un, le principe du rattachement à un ensemble, deuxième. Et deuxième principe, c'est l'affirmation de la différence. Et s'il y a une différence, il y a une vocation tout à fait naturelle à gérer cette différence. C'est le droit à la différence. Alors tout dépend du curseur que l'on y met. C'est ça, la philosophie de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut savoir où mettre le curseur. La décentralisation, c'est une forme d'autonomie, incontestablement. Lorsqu'elle nous a été accordée, il y avait peut-être un temps de réflexion à avoir pour savoir si ça convenait à notre réalité. Mais je continue. Et lorsqu'on affirme ça, ça m'est arrivé, on est absolument critiqué. On nous critique, mais vous voulez quoi ? Le beurre, l'argent du beurre, la fermière, qu'est-ce que vous voulez ? Non. C'est qu'il faut bien comprendre que l'on nous a mis dans une réalité irréelle. Souvenez-vous de la lettre aux Français de Mitterrand. Cette situation irréelle. La lettre aux Français de François Mitterrand. Ah oui. Cette situation irréelle. Effectivement, nous sommes dans une situation irréelle. Nous sommes juridiquement ce que nous ne sommes pas géographiquement et nous sommes géographiquement ce que nous ne sommes pas juridiquement. C'est-à-dire que nous sommes à la périphérie de 2 mondes. À la périphérie de l'Europe et à la périphérie des Amériques. OK ? Et nous sommes bipériphériques. Madère et les autres îles sont ultra-périphériques. Mais nous sommes, bipériphériques, nous sommes à la périphérie de 2 mondes. Et à partir de cette réalité-là, qui est une réalité riche, eh bien, il faut concevoir que nous avons la possibilité de développer ces différences et d'en faire des atouts majeurs. Et nous ne sommes pas comparables à la Corse, parce que la Corse, c'est l'Europe, c'est l'Europe méditerranéenne, d'accord ? Et d'ailleurs, je terminerai par là.
J'aurais d'autres choses à dire, mais plus tard. Mais moi, à l'époque, lorsque j'étais jeune, il y a de ça très très longtemps, j'avais des contacts avec quelques amis corses, n'est-ce pas? C'était l'époque où j'étais très proche des amis guadeloupéens. Ils ne t'apprenaient pas à poser des bombes, Et je me demandais, mais pourquoi on n'essaie pas de mener des actions communes? Ouais, bah, ok. Oui, ils disaient oui, il n'y a pas de problème. Mais ça ne venait pas. Et pourquoi ça ne venait pas? C'est une deuxième étape de réflexion que je ferai plus tard. C'est que nous n'avons pas les mêmes héros. Bonaparte, c'est leur héros. Et Bonaparte n'est certainement pas notre héros. Et en plus, vous avez coupé la tête de sa femme, Joséphine. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on nous parle d'autonomie, c'est l'occasion pour nous de nous battre et de faire des débats qui n'en finissent pas et de confondre les gens, indépendance, autonomie. Et je crois qu'il faut mettre de l'ordre dans cette situation. Et je lance un dernier débat. Parce qu'il y a une question qui me préoccupait fortement, c'est les rouges verts noirs, et les jeunes qui, effectivement, déboulonnent les statues. Je suis contre la violence. Je n'admets pas ce type de comportement. Mais il faut réfléchir à ce qu'ils revendiquent. C'est-à-dire que ce qui me frappait, c'est qu'ils revendiquaient toujours la notion de dignité, la dignité humaine. Et la dignité, c'est l'une des 4 valeurs, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est qu'on reconnaisse notre histoire, notre personnalité et nos héros auxquels on devrait faire des monuments et construire des bâtiments. Et je crois qu'il y a toute une réflexion à mener et une discussion à avoir avec nos jeunes dans ce cadre-là. J'en ai terminé. Merci, maître. Alors, et puis aussi, la question, c'est quelle autonomie qu'on nous propose? Alors, sur cette histoire d'autonomie... Moi, je vais te surprendre, mais je pense que ce n'est pas simplement une question qui est posée de manière électorale, c'est une question de fond. C'est une question de fond, que ce soit dans les DOM, que ce soit en Corse, avec une histoire différente, il y a un peuple corse. Bon. Et le réflexe de tous les courants politiques, y compris le courant auquel j'appartiens, c'est un réflexe jacobin. Il ne faut pas d'autonomie pour les Corses. Et c'est pour ça que la situation explose à la figure. C'est qu'à l'occasion d'un événement qui est un fait divers, c'est-à-dire l'agression de Ivan Colonna dans une prison, le fait qu'il est dans le coma, eh bien la jeunesse corse s'est emparée de la revendication de fond et dit que l'État français méprise la Corse. Et ils ont dépassé même, d'après ce qu'on lit, ils ont dépassé les autonomistes, je dirais, institutionnels, qui sont majoritaires d'ailleurs dans la collectivité territoriale de Corse. Hein. Et je pense que le gouvernement, comme pour la Guadeloupe, comme pour la Martinique, a perçu que derrière ça, il y avait une revendication qui est politique. Alors, quand tu dis l'agression d'Yvan Colonna, c'est l'agression ou la tentative d'assassinat? Enfin, peu importe. Le fait est, c'est qu'il a été agressé par un détenu, qui a... Bon, il n'est pas encore décédé. Il n'est pas encore décédé. En tout cas... C'est sûr. Je pose la question. Moi aussi, je me la pose. Naïvement. Hein. Bon, moi, je dirais que c'est l'étincelle qui a mis le feu à la prairie. OK? Bien. Bon, ben oui. Bon. Il y a une enquête, on demande des résultats, les Corses demandent à l'État des comptes sur la manière dont comment est-ce possible, pourquoi ça s'est produit, pourquoi cet individu qui était signalé dangereux était là, etc., etc. Bon, c'est pas ça le problème.
la question qui est posée, c'est la question de l'autonomie. Et l'autonomie de la Corse. Bon. Et par conséquent, moi je crois que... Excuse-moi de te dire ça, mais ce que disait Philippe tout à l'heure là, il disait qu'en Martinique, on n'a pas de héros. Colonna, c'est un héros pour les Corses. Hein. C'est possible. Même s'il on a des héros. Même si, mais chaque on a des peuple... héros. Mais je réponds de manière lapidare. Oui. Chaque peuple a ses propres héros. D'accord. Bon, Et les héros des uns sont les bourreaux des autres. Bon, par conséquent, le fait est que les Corses, bon, en plus tous les Corses ne sont pas tous sur la personnalité de Napoléon Bonaparte, ne sont pas tous d'accord. Bon, dans le courant nationaliste, il y a des débats aussi là-dessus. Bon, mais je reviens à l'essentiel. Faut pas. C'est l'occasion de poser le problème de l'autonomie de la Martinique. Oui, bien sûr. Mais oui. Mais quelle autonomie? Quelle autonomie? Mais quelle autonomie? C'est justement le débat. Alors, je te renvoie aux écrits du Parti communiste martiniquais qui sont nombreux là-dessus. OK? Pas que. Bon. Par conséquent, et que les gouvernements actuels font semblant d'ignorer. Et on a tenu en 2020, à la CTM, un colloque très important sur les collectivités à statut spécifique. Auquel, alors il y avait là Saint-Martin, il y avait là la Corse, précisément l'actuel président du conseil exécutif. Bon, il y avait là la Guadeloupe, il y avait là la Réunion. Et la Guyane. Et la Guyane. Et quelle est la conclusion? Et avec des gens avec des statuts différents. Bon. Mais on avait réuni sous un concept qu'on avait inventé, collectivité à statut spécifique. Toutes ces collectivités ont des statuts un peu différents du statut de la France, comme on dit, entre guillemets, hexagonale. Moi, je dis la France tout court. Bon. Bon. Et la conclusion de ce colloque, et notamment celle des Corses, c'est qu'ils nous ont expliqué longuement les tentatives qu'ils ont eues de discussion, notamment avec le gouvernement de l'époque, le gouvernement, la responsable des collectivités, Jacqueline Gouraud, responsable des collectivités, sans effet. Voilà que brusquement, parce que la jeunesse s'empare de la rue, brusquement, le problème qu'on ne voulait pas poser, il est posé. Eh bien, c'est comme ça dans l'histoire. Il y a des accélérations dans l'histoire. Bon, et en plus, il dit, avant 2022, il faudra faire des propositions, etc. Mais très bien. Bien. Très bien. Alors, je voudrais rajouter, et je passe la parole à Karl, mais je voudrais rajouter que le président du Conseil de Corse a demandé un écrit de la part de Macron. Tout à fait. Avant les élections à venir. Tout à fait. Il veut un écrit parce que parole en bouche pas charge. Hein. Tout à fait. Le gars dit ça, il veut désamorcer des choses. Là, il veut un écrit du président de la République française. Karl, ton avis sur ça? Pardon? Son programme. Bon, non. Je pense qu'au point où il peut faire tous les écrits que tu voudras. Bon. Alors, je vais répondre en deux temps. Concernant Yvon Colonna, tout de même, la première revendication, c'était qu'il fasse son temps, sa peine en Corse. Et avec les deux autres. Voilà. Ces deux autres, oui. Et le gouvernement, les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que celui-là, ils se sont cramponnés à une incarcération loin de son pays. C'est stupide. Sauf à me dire que les prisons corses sont des passoires et qu'on y rentre, on y sort, on en sort comme on veut. Peut-être. Bon. Mais il y a ça d'abord. Tout à fait. Et le refus des autorités judiciaires, enfin bref, de donner droit à ça, quelle signification que ça a? Sinon un gouvernement autiste qui n'entend pas et qui ne poursuit que les idées qu'il a dans la tête. Jusqu'au jour où il est victime de l'agression dont il est question et qui le met dans le coma. Ça, c'est la première chose. Donc, il y avait déjà quand même un passif. Maintenant, pour la question de l'autonomie, chaque fois qu'il y a quelque chose, on jette ça à la pâture, en pâture. Alors, je me souviens
aux alentours de 1983, d'une réunion à laquelle j'avais participé, c'était une formation. Ça s'est passé à la cantine municipale de Florinde ou la Montagne, et c'était animé par Christian Vitali sur l'autonomie, sur la décentralisation, etc. Et je me rappelle d'un propos... Vitalien, tu as dit? Christian Vitali. Il était à la région à un moment. Après, longtemps après. Mais il était assistant à Visios. D'accord. Voilà. Et je me rappelle que Christian Vitali avait dit que, quelles que soient les formes d'organisation, décentralisation, autonomie, bon bref, d'abord, croire que ce sont une offre qui est faite au territoire, c'est une erreur. Ça répond à des difficultés d'organisation de l'État, d'abord. Ce n'est pas le bon cœur de je ne sais trop quel ministre ou quel président qui comprend que. Non. On répond. Alors, c'est tellement vrai que les grandes régions qui ont été organisées il y a quelques années répondent à ça aussi. Pour les mettre au niveau des grandes régions d'autres pays, des Länder en Allemagne, etc. Et deuxièmement, la décentralisation de l'autonomie, il faut évidemment transférer les moyens financiers pour faire face aux compétences. Mais il n'y a pas que ça. On donne les moyens financiers, on donne le pouvoir de lever l'impôt. Tout à fait. C'est pas que, tu comprends, c'est pas... Il y a les deux. Eh oui. Or, dans ce domaine-là, dans un pays comme le nôtre, où il y a une matière fiscale qui est quelquefois faible, toutes les collectivités ne sont pas... S'il n'y a pas des mécanismes qui permettent aux collectivités où le tissu économique, la population est la moins bien dotée, si ça ne permet pas, il n'y a pas de mécanisme pour compenser, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est difficile. Surtout que, quand on fait cette politique, on voit souvent, c'est comme votre budget. Hein. Quand on voit le budget, n'importe quelle commune, CTM, on entend les dépenses. Mais en général, on ne se préoccupe pas trop des recettes. Hein. Ouais, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Bravo. Les recettes, nous que voir après. Sauf que ce n'est pas nous que voir après. Donc, M. Lecornu a sorti l'autonomie de son chapeau l'autre jour. Aujourd'hui, c'est M. Darmanin, comme je n'ai confiance ni en l'un ni en l'autre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Une autonomie, c'est forcément quelque chose qui doit être négocié. Ça ne peut pas être unilatéral. Ça ne peut être que négocié. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Les collectivités de Saint-Martin, tout ça, ils en savent quelque chose. Il faut regarder ça de près. Parce que le diable se niche toujours dans les détails. Et on pourrait aussi, justement, éviter les erreurs de Saint-Martin, les erreurs des autres endroits. Et puis, dans l'histoire récente, qu'est-ce qu'on a fait? L'apprentissage était une compétence de la collectivité de la région, puis de la collectivité territoriale de Martinique, comme de celle de Guyane et de la région Guadeloupe. Qu'est-ce que ça a fait? Je dis négatif, hein? Nous, on reprend. Alors, entre un propos et un acte, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Moi, je prends en compte ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est de la recentralisation. Donc, M. Darmanin, qui, franchement, je ne lui accorde aucun crédit, cet homme-là, a dit ça, peut-être. Peut-être. On verra. On verra. Aujourd'hui, il était avec les CRS, après la collectivité. Alors, Béatrice. C'est bien que vous ayez rappelé en premier lieu qu'après les émeutes, parce que nous avons eu quelque chose qui ressemblait à des émeutes en Martinique, notamment à Fort-de-France, mais avec les barrages, les voitures brûlées, nous avons un ministre qui a exactement sorti le même argumentaire.
et en effet, c'était le ministre Lecornu des Outre-mer, et qui n'a donné suite, au final, à aucune initiation d'une discussion sur ce que pourrait être le statut, au regard d'ailleurs du projet éventuellement Martinique, qui pourrait être discuté dans une nouvelle forme de congrès des élus martiniquais, éventuellement, avec une ouverture un peu plus large. Donc c'est une façon... C'est peut-être parce qu'il a surpris tout le monde en disant ça, peut-être, Béatrice. Pas du tout, c'est volontaire. C'est volontaire parce que, évidemment, que ce soit en Corse ou que ce soit ici, c'est cette impression forte, mais qui est matérialisée par un certain type d'action de l'État. Pourquoi les Guadeloupéens n'ont pas réagi Ils n'ont parce qu'ils ne sont même pas au stade de la réflexion. Ils commencent tout juste leur réflexion sur la collectivité territoriale. Ils sont encore en pleine discussion. Mais je crois que d'ailleurs, on n'a pas non plus beaucoup réagi, si ce n'est pour dire qu'on ne nous balance pas, comme le disait... Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réagi. Non, mais au-delà de ne pas s'y attendre, enfin, c'est quand même un sujet qui a fait suffisamment l'actualité chez nous pour qu'on ne soit pas surpris lorsqu'il est évoqué. Mais c'est surtout que dans cette période un peu particulière où on voit les extrêmes monter par ailleurs, alors ils ont l'intelligence de nous dire... vous voulez l'autonomie, on va vous la donner, mais un peu comme un certain nombre de personnes d'une extrême droite particulière diraient en nous baillant l'indépendance, parce que de toute façon ces gens-là ne nous font que des histoires, nous coûtent cher. Il ne faut pas, je pense, être naïf au point de penser que ce n'est pas non pas un message qui nous est donné, il ne nous est pas donné ce message, il est donné à d'autres pour dire on peut se débarrasser de ce qui nous fait poids, de ce qui nous dérange et de ce qui nous pèse. Les Corses nous embêtent. Il y a un prisonnier qui a commis un crime qui est emprisonné et ils sont prêts à tout casser, en gros, pour un délinquant. Donc ils veulent leur autonomie, ils veulent garder leur délinquant. On peut leur donner jusqu'à l'indépendance s'ils la veulent. Parce que dans l'idée de celui qui n'a pas étudié l'autonomie comme nous, on a eu à avoir des discussions, l'autonomie pour un certain nombre aussi de Français, c'est peut-être le début, le chemin, et d'ailleurs c'est peut-être même ce qu'on va faire croire à certains Martiniquais, vers une certaine indépendance. Oh. Donc il faut... Non, mais il faut... Cette assimilation d'autonomie et indépendance, c'est un vieux cliché des anti-autonomistes. Mais tout à fait. Mais on sait que c'est la doctrine qui sous-tend à ce type de lâcher comme ça de ballons des gouvernements en France. Pour autant, moi, ce que j'en ai dit lorsque ça avait été dit en Martinique, mais on nous fait sabrier là. Mais commençons une vraie discussion. Mais encore une fois, et je le disais la semaine dernière, l'autonomie, le cadre législatif dans lequel nous intervenons, est un cadre qui doit nous permettre, c'est pas faire plaisir à des élus ou à des politiques ou quoi que ce soit, c'est servir un pays. Donc il faut savoir aussi dans quel but nous demandons les modifications institutionnelles que nous souhaitons. Et de fait, il faut que nous discutions, avant de discuter simplement du cadre, mais du projet Martinique, des ambitions qui peuvent être les nôtres, sur est-ce que l'ambition c'est d'avoir les moyens de lutter contre la dépendance alimentaire, et à quel niveau, et comment on va s'y prendre, et pourquoi le statut actuel ne nous le permet pas, lutter contre la pauvreté et l'isolement, lutter contre la dépendance des personnes âgées et mettre en place des nouveaux outils que nous ne sommes pas en capacité de mettre en œuvre dans le cadre dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Je crois que l'obligation, en tout cas politique, qui doit être la nôtre aujourd'hui, c'est pas simplement Maître Saint-Cyr l'a dit, ce n'est pas simplement annoncer l'autonomie et puis repartir à chaque fois dans des détails, mais peut-être les détails sur lesquels auxquels nous devons nous attacher, c'est celui du projet et de la vision que nous avons pour la Martinique et notre pays et ses habitants. Merci Béatrice. Charles, ton impression sur tout ça? Difficile d'intervenir après tant d'explications données par les chroniqueurs. Bon, je vais rebondir sur certains éléments, puisqu'ils ont quasiment tout dit. D'abord, Michel Bouchet a parlé de jacobinisme, et c'est aussi du bonapartisme. Alors, le bonapartisme, c'est un État fort centralisé. Et étonnamment, le bonapartisme, Bonaparte vient de Corse. Bon. Deuxième élément, Philippe Saint-Cyr disait effectivement que nous étions deux ultra-périphéries, c'est vrai, hein, deux en marge. Donc une sorte d'interface entre l'Europe et l'Amérique.
Et la situation donc, de l'autonomie de nos territoires n'est pas du tout la même que celle de la Corse. La Corse est à quelques encablures de la France et ça change tout. Et quand on parle de peuple, alors le peuple martiniquais, le peuple corse, mais il y a aussi un peuple breton. Parce que les Bretons, à un moment, il y avait l'armée révolutionnaire bretonne. Bon, ils ont fait un attentat dans un McDonald's, il y a eu un mort, ça n'est pas allé loin, mais la notion de peuple est aussi une notion très sensible. Et je ne voudrais pas non plus minorer ces identités-là, parce que le Normand, on dit qu'il y a une réponse à la Normande, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais position, mais le Normand considère qu'il est normand et pas parisien. Donc, ce sont des notions qui sont vraiment sensibles. Ce sont des notions qui sont sensibles. C'est une manière de noyer. Mais non, il faut bien que je complète par rapport à ce que vous avez dit, parce que je souscris à ce que vous avez dit et je suis obligé de compléter. Alors, j'en viens à ce dont on parlait. Je rejoins, je crois que c'est Karl qui disait ça, je rejoins ta remarque selon laquelle c'est un aveu d'impuissance. À partir du moment où il parle d'autonomie par ceux qui sont en situation de difficulté, Béatrice disait ça aussi, c'est un aveu d'impuissance. Ils se trouvent face à des problématiques dont ils n'ont pas l'habitude et qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas l'habitude de gérer les complexités et dont ils ne voient pas le bout. Et donc la tente à la crème de l'autonomie, elle est un petit peu facile dans la mesure où ils ne prennent pas le temps de s'asseoir pour réfléchir avec des outils intellectuels qui leur permettraient de comprendre nos réalités, parce que nos réalités sont effectivement très complexes. La Corse, ce n'est que 340 000 habitants. Et la dimension fiscale de territoire avec 340 000 habitants, elle est effectivement à poser. Surtout, et je finis, je ne serai pas long, Béatrice, surtout que quand on met une autonomie, imaginons qu'on mette une autonomie à la Corse et que la Corse ait une fiscalité indépendante et que la Corse se permette d'offrir des conditions d'installation aux entreprises européennes et françaises de manière à ce que celles-ci se délocalisent en Corse. Enfin, on peut tout imaginer. Et donc, alors que nous sommes très loin, ça n'arriverait pas, mais en Corse, il peut y avoir un mouvement de la sorte, je ne sais pas moi, des zones franches qui permettraient l'accueil des entreprises, des industries françaises ou européennes dans un territoire aussi proche. Donc il y a effectivement des difficultés qui se posent à la France, mais je crois très sincèrement que, bon pardonnez-moi de tirer la couverture à moi et à Philippe Saint-Cyr, mais Césaire avait raison avant tout le monde. Il parlait d'autonomie parce qu'il... Césaire n'est pas à toi. Hein. Pardon, non, par hypocrisie, tu as raison. Césaire n'est pas à moi. Pardon pour le lapsus, mais nous sommes des représentants quand même du PPM. Ah oui. Je te remercie. Oui. Je revendique. Tu revendiques, voilà. Et donc, quand il a parlé d'autonomie, il a posé la question en termes effectivement philosophiques, en termes de cosmogonie, en termes de naissance d'une humanité. Et cette humanité-là, elle n'est pas que le travail, elle est aussi la résistance, elle est aussi la souffrance. Et quand on parle de négritude, moi je pense aux nègres palestiniens, je pense aux nègres canadiens, enfin je pense à toutes les régions du monde où il y a une soumission et pourquoi pas intégrer donc la dimension de la négritude à tous les peuples qui sont dominés. Donc si la Corse aujourd'hui est nègre, bon, hélas, elle est bienvenue dans le cortège. Cependant, je dis bien que l'autonomie corse n'est pas du tout pour la France avec le même écho et la même portée que l'autonomie martiniquaise. Je voudrais faire deux remarques rapidement. La première remarque, c'est que la Corse est déjà dans un statut d'autonomie, de différence. Ça, que vous le vouliez ou non, nous sommes déjà dans cela. Ok. Le même statut comme nous. Hein? C'est le même statut que nous avons, là, c'est grosso modo. C'est assez proche. Mais oui, mais non, mais c'est déjà un statut différent. Donc il y a nous quand sommes même déjà dans une forme d'autonomie. Non, incontestablement. Mais ils en veulent plus, bien sûr. Okay. Et d'ailleurs, lorsqu'on nous donne cette os à ronger, effectivement, c'est l'aveu d'impuissance de la part de l'État bonapartiste ou jacobin. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve aussi dans un état d'impuissance. Je suis navré, je le dis haut et fort. Comment réagit-on? On ne réagit pas. Ou on se dispute entre nous. C'est tout. Les deux remarques que je voulais faire. Oui, c'est vrai. On fait le tour. Non, mais... Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Oh là là. Elle est généreuse aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Avec Karl Mais seulement. je note vos temps. Ils sont jaloux. Alors non, juste, disons que
toute médaille, toute pièce a un côté pile et un côté Bien face. Alors, Philippe a plus ou moins abordé ça, mais il faut quand même aussi balayer devant notre porte ce que nous ne faisons pas. Bien. C'est bien de voir les aspects juridiques, institutionnels, tout ça est très bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des dispositions de la loi de décentralisation de 83 qui, à ce jour, n'ont jamais fait l'objet du moindre décret d'application? Tout à fait. Jamais. Tout à fait. Et puis, il ne suffit pas de dire, vous êtes compétent pour faire ça, c'est vous. C'est vous qui êtes responsable. Là et là. Mais il ne faut pas fuir, hein. Pardon. Qui s'occupe de l'eau? C'est nous. Depuis 1947, je crois. Je n'étais pas né. Un peu plus tard. Je parle sous le contrôle des plus anciens. C'est pas l'État. Bon. Mais je prends un problème actuel. En matière d'éducation, qui doit organiser la planification éducative, c'est-à-dire qui doit structurer l'offre de formation initiale? C'est nous. Dans les lycées professionnels, lycées d'enseignement général et technologique et lycées professionnels, c'est nous. Ouais. Eh bien, regardons Les résultats. concrètement. C'est qui? Non, c'est le rectorat qui fait, et la collectivité va approuver. À epsilon près. Ils ne sont pas leaders. Ce n'est pas, c'est pas une critique que je fais à celle-là. Hein. Je fais cette critique-là depuis plus de 30 ans. Bien sûr. Je vais dire tout ça. C'est vous qui devez avoir la main. Ce fut le cas à un moment. Mais bon, on a laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que il suffit, des compétences, c'est bien, mais il faut les exercer vraiment. Et il faut en assumer les conséquences. On n'est pas... J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et ce n'est pas exactement ce que nous faisons, malheureusement. Mais j'ai écouté. Et donc, je termine. Non, vas-y. Je ne veux pas dire nos adversaires, je ne prends pas l'État pour un adversaire, mais Nos partenaires. l'État est fort aussi de nos propres faiblesses. Ils en profitent, bien sûr. Donc, bon, on peut retenir tout ce qui a été dit là, mais en plus, c'est Anodima et Renou, solide. Bien. Alors, Béatrice. Nous, c'est qui? Oui, Les Martiniquais? Non. Non, mais c'est bien, Non, ça a non, été. non, ça a été non, 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 donc Bon, c'est pour moi. l'instant, Ça laisse va? Béatrice parler, oui, oui. Ça Vas-y, ne te vas-y, dérange Béatrice. pas? Vas-y. Non, mais c'est de toute façon ce que je portais en introduction, dans mon propos introductif. La réalité, c'est qu'il faut qu'on se regarde, qu'on ait un projet et puis on dise pourquoi on veut les choses. Parce que, en effet, l'eau, c'est nous, ça marche pas. Transport, c'est nous, ça marche pas. Déchets, c'est nous, ça marche pas. Alors, il faut quand même qu'on balaie, en effet, devant notre porte. Les déchets, c'est nous, ça marche pas. Pas des déchets. Et d'ailleurs, toutes les fois, on a essayé de centraliser, de faire ensemble. Je dis pas que c'était pire, mais enfin, c'était pas grandement mieux. Et en plus, ça coûtait plus cher. N'oublions pas qu'en plus, nous avons, alors que c'est nous, encore l'eau la plus chère parmi les plus chères de France. Et pas obligatoirement, d'ailleurs, de meilleure qualité et avec une continuité qui n'est pas toujours assurée. Autre chose, puisqu'on parlait de la Corse, et c'est aussi la défense des intérêts martiniquais, il y a cette loi sur la continuité territoriale. La Corse, qu'il y ait à une encablure de la France continentale, reçoit aujourd'hui financièrement quasiment 2 fois plus pour 100 000 habitants de moins que nous, que la Martinique. Mais il y a quand même un rôle des élus d'aller militer lorsqu'on a un océan à traverser et un bout de mer à traverser, c'est quand même pas la même chose. Encore une fois, balayons, nous, Martiniquais, devant notre porte, voyons ce que nous avons loupé, ce qu'il nous reste à faire, ce sur quoi il nous reste à militer et à travailler, et puis fixons-nous aussi des objectifs sur ce qui nous est confié, parce que je pense aussi que ce que l'on doit à la population, c'est l'efficacité. Faire des politiques publiques, c'est mettre en place
des services publics. Et sur la question de l'autonomie, sur la question de la responsabilité, on a bien souvent eu plus de mots, de paroles, de grands discours, de positions, d'agressivité, de défiance, que nous n'avons eu de résultats. Bien. Juste un mot, oui. pour que les téléspectateurs comprennent bien. Je prends un exemple récent. À la rentrée prochaine, il y a un CAP, agent de la qualité de l'eau, au lycée Joseph Pernock, lycée professionnel Joseph Pernock au Lorrain. Il est question de le supprimer. Est-ce que c'est parce que la qualité de l'eau est à ce point exemplaire qu'on n'en a pas besoin? Ouais. C'est le seul CAP de ce type. Je ne suis même pas sûr qu'il existe en Guadeloupe et en Guyane. Alors, je ne voudrais pas t'embêter, Michel. Non, mais attends, juste une question que je vais te poser. Enfin, c'est pour aller un peu dans le sens. Parce que. Mais bien sûr, puisque c'est Mais l'autoflagellation. Non, mais pas du tout. Mais c'est l'autoflagellation contre l'autonomie. Mais tu ne sais même pas de quoi je veux parler. Mais Alors, allez. parce que vous disiez tout à l'heure là, Béatrice et toi, Karl, qu'il faut qu'on balaie devant notre porte. Oui, et lorsqu'on nous donne des compétences, pourquoi on ne les prend pas? Moi, sur la dernière mandature, je t'en ai parlé plusieurs fois, j'ai jamais compris pourquoi la CTM n'a pas pris la compétence des 50 pas, les 50 pas géométriques, les pas du roi. Bon, alors. Donc, ça aussi, là-bas en France, ils se disent, ben attendez, ils ont demandé ça, ils n'ont rien fait avec, bon, laissez M. Kapali qui était au palais. Enfin, je pose la question. Et puis, deuxième chose, pourquoi ne pas faire un congrès avec tous les partis politiques et tout, et puis que tout le monde se mette d'accord peut-être sur qu'est-ce qu'on veut. Bon, alors C'est ce que moi, je disais. je ne vais pas répondre à ce déluge d'autoflagellation. J'ai suffisamment d'années de militantisme pour l'autonomie. C'est le panel de tous ceux qui sont... Alors, première chose, opposition entre le projet et l'autonomie. Alors, on discute juridique, mais il faut avoir un projet. Bon. Les projets, ils ont été élaborés par les partis politiques, dont le mien. Par conséquent, libre à ceux de ne pas lire, de faire comme si ça n'existe pas. Bon. La deuxième chose, deuxième opposition, on a des compétences, mais on ne les utilise pas. Bon. Eh bien, les compétences, on a fait, je rappelle, on a fait un bilan en 2021 de l'utilisation des compétences de la CTM. On est arrivé à un certain nombre avec les autres collectivités à statut spécifique. Bon, c'est un colloque dont il est sorti d'ailleurs des documents extrêmement intéressants que j'invite les éminents juristes à lire, parce qu'il y avait des contributions non seulement de juristes, mais de gens qui étaient en responsabilité dans différentes collectivités ayant des géométries un peu différentes. Bon. Et la principale conclusion, c'est que, tu as des compétences, mais tu n'as pas le pouvoir réglementaire. Donc, il faut avoir des compléments juridiques et législatifs. Et deux, tu n'as pas les moyens financiers. Bon, parce que la question de l'eau, c'est 600 millions d'euros pour refaire les canalisations. OK? La question... Tout le monde dit 350 millions, ça a augmenté? Bon, alors, le problème, c'est que... Pardon? Non, il avait été écrit environ 350 millions d'euros. Pardon? Donc, il avait été écrit que la rénovation des réseaux... Moi, le chiffre que j'ai, c'est 600 millions. C'est 600 millions. Et la dernière mandature de la CTM, dans le plan de refondation, on avait mis, pour les 2 premières années, on avait mis quand même 100 millions. OK? Donc, par conséquent, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Mais on n'a pas dit ça. Mais non, je dis... Mais on peut aussi dire que ce n'est pas... C'est insuffisant. J'ai entendu, moi, qu'on a des compétences, qu'on exerce et qu'il faut balayer devant notre porte. Tout ça pour noyer le poisson. La question fondamentale, de la part de ceux qui, lorsque ils étaient en responsabilité, je veux le dire, c'est bien d'évoquer la pensée de Césaire. Mais il faut passer à l'acte au moment où on doit aller à l'acte. On ne passe pas à l'acte. Donc la vérité, c'est qu'il faut se saisir des occasions historiques. Il y a une occasion historique,
C'était la déclaration de Bastère. Eh bien, on a progressé. Il y a eu un congrès en 2009 qui a fait un projet de statut, qui a fait un projet économique. Par conséquent, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Mais personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Non. Oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que tu as voulu entendre, mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est une interprétation libre. C'est que C'est une façon. il y a une manière. Il y a aujourd'hui, aussi bien de la part de Le Cornu et de la part de Normanais, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force qui fait que le peuple corse a dépassé. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé pour M. Colonna. C'est secondaire. La jeunesse corse et une nouvelle génération de militants autonomistes indépendantistes, et le gouvernement a eu. Damané non dépassé. Il a compris, il a le sens politique. Il a parfaitement compris. Pourquoi il n'a pas compris ça pour les rouges verts noirs? Il l'a dit, bien sûr que si. Les rouges verts noirs n'ont formulé aucune revendication statutaire. Aucune revendication politique. Peut-être pas. À ton sens, moi je les entends, j'en ai entendu et j'en ai lu oui, quand même. Moi j'en ai reçois. Nous avons l'occasion, avec la question corse, de poser, et on va poser la question également nécessairement de la Constitution, de l'article 74. On propose un statut du type polynésien. La question du pouvoir fiscal, ça se négocie. Michel, ça se négocie. Moi, ce que je dis, pourquoi, j'ai posé la question juste avant que tu n'interviennes, pourquoi on ne fait pas un congrès avec tous les partis, de manière à ce que tout le monde s'asseye et puis qu'on puisse faire l'analyse et récupérer les bonnes idées, peu importe d'où elles viennent. Moi, quand même quelque chose qui me sidère un petit peu à la Martinique, je pense que c'est pas seulement chez nous. Quand une équipe est au pouvoir, elle perd les élections, une autre équipe vient, on commence par défaire ce qu'elle a fait pour essayer de faire. Pendant ce temps, Pardon? Spoil system. Et ça nous met en arrière. Moi, je suis désolé, quelqu'un peut très bien avoir initié le Sénégal est en Martinique. Le Sénégal. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est votre équipe qui avait initié ça. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vous, j'ai entendu ça hier soir sur il y a RFO. 3 ans, oui, c'est Karine. Donc si c'est vous, c'est très bien que l'équipe actuelle, il n'est pas au courant, il ne savait pas, l'équipe actuelle continue pour essayer de relier la Martinique à 4 heures du Sénégal. Alors il a fallu défaire ce qui avait été fait avant pour essayer de passer par un autre biais pour dire c'est moi qui fais battre son... Mais non. Bon, mais Mano, tu as entendu quand même que c'était mon propos, que de dire qu'il faut un congrès, peut-être ouvrir sur une démocratie plus large, parce que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on a un faible taux de participation aux élections en Martinique que nous avons des compatriotes dépolitisés. Ils sont très intéressés par la politique et on le voit, ça foisonne. Donc peut-être qu'il faut intégrer en effet justement ces jeunes qui ont écrit, contrairement à ce que Michel dit, moi j'ai lu des écrits très bien structurés de ceux qui se revendiquaient RVN et se revendiquent encore. Il y a ceux qu'on voit sur les tréteaux, mais il y a aussi ceux qui traduisent dans un langage qui pourrait être plus institutionnel, une volonté justement de représentation de nos altérités, de nos différences, un souci de reconnaissance dont on a parlé, un souci de reconnaissance pas seulement par la statuaire, mais un souci aussi de reconnaissance dans ce qui est aujourd'hui le roman national ou le récit national, c'est-à-dire que il faut le dire et il faut dire aussi que nous avons malheureusement peu fait dessus, alors que nous avons des bons historiens ici et ailleurs. Nous sommes quasiment absents du récit national et les Corses disent à peu près la même chose, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. Les Corses disent à peu près la même chose et disent... Commençons par faire la paix sur le plateau. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse pour essayer d'avancer. C'est qui aime bien châtie bien. Les conceptions, les idées. On n'a pas l'obligation d'être toujours d'accord, mais en tout cas, nous avons des accords cordiaux. Nous essayons en tout cas. Alors, Carl et ensuite Philippe. La vraie question. D'accord, il y a un rapport de force avec le gouvernement français, mais ce n'est pas 41 élus ou je ne sais pas 65 qui changent quoi que ce soit. Enfin, franchement, il faut être sérieux. Où doit-il être ce rapport de force? Mais avec nos compatriotes, qui doit-on convaincre? Nos compatriotes. Nos compatriotes d'abord, parce que c'est eux qui ne le sont pas. C'est ça le problème.
je peux très bien considérer que, bon, j'ai des convictions, des points de vue, j'y tiens, ça fait longtemps que je les ai, je ne varie pas, je suis toujours dans mon sillon, je le trace, Bon, très bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les Martiniquais soient convaincus de ça. Et pour le moment, les quelques tentatives qui ont eu lieu n'ont pas marché, ont échoué partiellement, parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Comment allons-nous faire pour convaincre les Martiniquais? En réussissant. Voilà. Même en réussissant, même de manière sur des choses, même limitées. Même limitées, c'est pas grave. Et écoutez, bon, ça on a pris un engagement, on l'a fait, ça fonctionne, la preuve. Mais si chaque fois qu'une collectivité met en place un projet, je ne parle pas de celle qui est aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui en affaires. Je me dis l'autre jour comment pas fâcher puis personne, mon bien et puis tout le monde. Ou ceux qui étaient là avant, dont mon ami Michel. Ou ceux d'avant encore. C'est pas ça le problème. On n'a rien fait. Si, non. Il faut qu'on puisse... Tu vas finir par convaincre tout le monde que c'est bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut que nos compatriotes, il faut que les Martiniquais disent, bon, là, on avait dit qu'on faisait telle chose, on l'a fait, on y est arrivé au bout, on ne s'est pas arrêté en chemin. Et, bon, malheureusement, il y a beaucoup de points, de questions importantes. Transport, enfin, je ne vais pas reciter tout ce que Béatrice Bellé vient d'indiquer tout à l'heure, sur lesquels c'est pas encore, je ne dis pas qu'on n'est pas sur la voie, hein, ce n'est pas encore satisfaisant. Je vais donner un dernier exemple dont personne ne parle. On a signé avec un opérateur dont je tairai le nom, une délégation de service public de 240 millions d'euros pour réaliser le câblage en fibre optique de la Martinique. Il était pour finir en 2022. Oh là, nous y est. Eh ben, nous prions. Oh là, nous y est. Ouais. Moi, j'habite dans la 3e commune de l'île par importance d'habitants, le Robert. Papa. Mon grand panneau sur la route nationale, la fibre est arrivée. Mais côté, moi, c'est pas au bout. Moi, quand regardé la du chien, frère, moi, pas attendre tête en bonne. Et même s'il est arrivé, moi, pas c'est 70 €. Moi, pas ouais, rien. Ouais. Mano, et même s'il arrive, mais non, mais c'est important. Même si la fibre arrive, c'est 70 € par mois. Si tu veux, mais voilà. chacun son tour. Philippe. Je disais juste ça. Oui, je pense que... je n'attaque aucune collectivité, je suis en dehors de ça. Je suis qu'un spectateur et je regarde comment nous agissons. Nous avons de mauvais réflexes, je pense. Très souvent, nous avons l'impression que la vérité vient de l'outre-Atlantique. Et très souvent, nous faisons appel à des groupes, à des experts qui viennent et qui nous assènent des contre-vérités historiques et juridiques. Je vais prendre un exemple, l'octroi de mer. J'ai regardé un débat, c'est pas ton appréciation que je mets en cause, hein, mais je vois un montage d'une chaîne avec le Code Noir, Colbert, et on présente l'octroi de mer comme étant une taxe coloniale établie par Colbert. C'est faux, c'est archi faux. L'octroi de mer est un impôt et qui remonte à Rome, en Grèce. Et lorsque Colbert était là, il y avait un octroi, c'était l'octroi municipal, et ce n'est que l'octroi municipal qui a été transféré dans nos territoires et nos départements. Si bien qu'une jeune auditrice lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est l'octroi de mer? Elle a dit que c'est un poisson de mer. Bien, non, c'est un serpent de mer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on prenne le réflexe d'aller chercher la vérité en nous, chez nous, ok? Car c'est nous seuls qui connaissons notre culture, le fondement de notre histoire, et qui pouvons résoudre. Je fais la critique, je ne fais pas la critique à la collectivité, ni à celle-là, mais nous avons toujours ce réflexe. Nous avons toujours eu ce réflexe, et il a été très difficile de mettre en place ici, au niveau de l'université, des laboratoires de réflexion et de propositions qui soient
reconnu comme majeur. J'avais annoncé déjà Charles, et après c'est toi. Charles. Je ne serai pas long, t'en fais pas. C'est ici qu'on avait parlé de légistique. Ce que tu dis est très vrai. En général, on essaie de solliciter les expertises d'outre-mer pour nous, c'est-à-dire de France hexagonale, alors qu'on a des personnes très compétentes. Je l'ai déjà dit ça. La France te suffit, je sais. Alors qu'on a des personnes très compétentes qui sont à même, avec l'imprégnation de nos problématiques locales, qui sont fort capables de proposer. Et ça continue encore et qui coûteront beaucoup moins cher. Voilà, et qui coûteront beaucoup moins cher. Et deuxième élément, concernant le roman national, si Bonaparte est un personnage historique pour la France, Aimé Césaire était enseigné en littérature en première et en terminale, et c'est M. Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, qui avait fait supprimer Aimé Césaire du programme. Donc il faut, oui, absolument, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est ce genre de preuve d'amour-là dont il faut se méfier. Voilà. Très bien. Michel et Grégory, plus de monde à l'antenne, s'il Je te ce plaît. que dit tout à l'heure Philippe à propos de cette émission sur le droit de la mer. Alors en 2 mots, hein, j'ai été contacté il y a peut-être un mois et demi par Marjorie Première, pour bien parler d'eux. Ça ne me gêne pas, on parle d'eux. Non, Par ça me Marjorie gêne Première, pas. en me disant, nous avions d'abord fait une émission. Peut-être eux ne veulent pas que tu parles de Zouk TV quand tu es chez eux, mais moi ça ne me pose pas de problème. Tu peux dire Antonique Première. Ça ne me gêne pas. Bon, nous avions fait une émission, je pense, sur le problème de la vie chère. Oui, absolument. Et on avait effleuré la question de l'octroi de mer, de manière un peu polémique. Et la réalisatrice de l'émission s'est dit, il faudra quand même qu'on creuse cette question. Et elle m'appelle, bon, et je suis interviewé. Et je dis une chose. Et je profite de ton antenne pour le dire parce que j'ai été censuré. Oui, Vas-y. j'ai été censuré. Alors, dans cette émission, au début, on a interrogé quelqu'un qui s'y connaît et je me suis présenté comme un expert en matière d'octroi de mer. Bon. Mais, ce que j'ai dit, le centre de mon propos, c'était de dire que l'octroi de mer n'est Quand pas... on entend bien, je mets le micro, on t'a censuré, c'est Ouais, important. oui. Là, il faut Et ce que j'ai j'entende. dit, c'est que le procès qui est fait par le Cornu, par toute une série par Pécresse, par même d'autres candidats à la présidence de la République contre l'octroi de mer, quand on leur parle du cher, on dit octroi de mer. OK? Bon. Eh bien, le cumul, je dis bien en taux moyen, le cumul de l'octroi de mer et de la TVA, qui est ici inférieur à la TVA en France, est inférieur au taux de la TVA qui est de 20%. L'octroi de mer est en moyenne de 7,5%, je dis bien en moyenne. Et l'octroi de mer, la TVA normale est à 8,5%. Ajoutez 7,5% à 8,5%, hein, eh bien ça fait 17%. Le taux de TVA normal en France est de 20%. Donc, ce qu'on appelle le différentiel de prix, puisque c'est comme ça qu'on raisonne, hein, c'est qu'on raisonne par rapport à l'autre, et non pas en soi. Le différentiel de prix que l'on dénonce, la vie chère, c'est-à-dire le fait qu'on a des prix qui sont plus élevés qu'en France, ce n'est pas dû, je dis bien en moyenne, à l'octroi de mer. Alors, par contre, l'idée qu'on devrait éplucher, ça a été fait d'ailleurs, éplucher le tarif d'octroi de mer sur les produits dits de première nécessité et de voir que quand ces produits-là ne sont pas produits localement, parce qu'il y a un deuxième impératif, c'est de ne pas désavantager une production locale que nous avons mis beaucoup de temps à constituer en Martinique. Donc, autrement dit, ça s'appelle une politique de développement, une politique fiscale. Et ceux qui ne veulent pas l'autonomie, tu parlais de fiscalité, c'est précisément ceux qui veulent démolir. Mais c'est le réflexe de tous les jacobins que j'ai connus dans l'administration. Depuis que je suis entré dans l'administration, quand j'ai lu l'excellent livre de Philippe sur l'octroi de mer et que j'ai donné des leçons d'octroi de mer aux fonctionnaires français. Et de Bruno Marquez, nous sommes 2 auteurs. Hein. Bon, Zagono, le premier réflexe. Le réflexe, c'est pareil en Corse. Les réflexes des fonctionnaires,
Il ne peut pas y avoir de fiscalité spécifique dans un territoire. Eh bien, justement, le problème de l'autonomie, un des problèmes centraux de l'autonomie, c'est la conquête d'un pouvoir fiscal spécifique. Parce que vous ne pourrez pas faire le développement si vous n'avez pas de pouvoir fiscal. Voilà. Alors, ce qu'on voulait dire, et j'ai été censuré dans cette émission, parce que le propos principal que j'ai tenu, on l'a coupé, parce que j'étais enregistré. Ah bon, c'était pas du direct, voilà. C'était pas du direct. C'était pas du direct, oui. Et j'étais enregistré d'ailleurs. Je peux le dire, c'était très sympathique. J'étais au haut du port. On voulait avoir la photo, la photo du port en arrière-plan. Et donc, j'ai été censuré. La taille des sujets. Alors nous avons parlé, j'ai parlé tout à l'heure là de cette liaison aérienne entre le Sénégal et la Martinique. Ce qui nous mettra à 4 heures du Sénégal, je crois, et ce qui sera effectivement peut-être aussi une liaison mémorielle pour ceux qui veulent aller là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Moi, je me dis que c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis un moment. Quand j'ai appris ça, je me dis c'est génial, ça. C'est génial. Il y avait eu des projets déjà. Moi, juste une remarque. Il est évident que le projet qui est prévu, c'est de constituer des hubs, tant au niveau du départ de Sénégal qu'ici à Fort-de-France, c'est-à-dire que les gens de la Caraïbe, parce que la population et les voyageurs ne sont peut-être pas suffisamment nombreux, donc ils vont commencer par un charter, mais je trouve que c'est génial cette liaison directe, mais avec des hubs de part et d'autre, ce qui va développer, je pense, le tourisme à la Martinique. Et aussi. Si nous recommençons à avoir les croisiéristes à la Martinique, parce que là aussi ça a pris du temps pour que la Martinique et la Guadeloupe soient des têtes de pont, c'est-à-dire qu'ici, Costa, MSC peuvent embarquer du monde. Et pardon? Pouvait, mais ça va reprendre. La pandémie va s'arrêter un jour quand même. Et ça a pris du temps pour arriver, cette histoire-là. Donc c'est dommage que là, ils sont allés à Saint-Domingue, ils sont allés dans certains pays de la Caraïbe, on leur fait des ponts d'or. Donc ce serait dommage qu'ils restent là-bas. Donc s'ils reviennent ici, ça permettra là encore que ce soit faire venir des Africains qui veulent faire une croisière dans la Caraïbe, par exemple. Voilà, mais bien sûr, c'est ça le principe du... Permettez, je pose une question, moi, qui m'a toujours interpellée. Compte tenu de la distance, on le sait, moi, je sais que j'ai entendu, et d'ailleurs, il y a un journaliste, un ancien présentateur de JT de Martine Première, qui avait annoncé à l'époque, c'était Serge Villet, qu'il était en train de travailler, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, sur une liaison, en l'occurrence, là, c'était Côte d'Ivoire, parce qu'il est d'origine ivoirienne. Moi, ce qui m'a toujours interpellée, en effet, c'est cette absence, alors que c'est la liaison est plus directe, le vol est plus direct. Alors j'ai entendu Monsieur Pape, le représentant du Sénégal en matière touristique, qui disait en effet qu'il y a un tourisme mémoriel qui nous est très coûteux, puisque lorsqu'on parle de tourisme mémoriel pour les Martiniquais ou les Guadeloupéens, c'est Fort-de-France, Paris, Sénégal, c'est un bras, parce que au même titre que nous, les liaisons entre la France hexagonale et l'Afrique, majoritairement d'ailleurs faites par Air France, majoritairement sinon faites par des compagnies dont Air France est actionnaire, sont extrêmement coûteuses. C'est-à-dire que c'est sans commune mesure en termes de prix. Comme nous, on a pu voir, là, ça a diminué ces dernières années. Mais enfin, on a connu, en effet, des liaisons entre Martinique et France hexagonale qui étaient particulièrement chères. Les Africains vivent la même chose. Moi, la réflexion que je me suis toujours faite, c'est est-ce que, en effet, les États, ou en tout cas l'État français, n'a pas toujours fait en sorte de limiter, ou en tout cas de mettre des règles tellement compliquées pour ce type de liaison, pour empêcher également à toute cette diaspora originaire de commencer à faire ces liaisons, qui peuvent être aussi des liaisons commerciales, au-delà de la mémoire, parce que moi c'est bien gentil, ok, on va faire les liaisons mémorielles, mais enfin, il ne faut pas rêver. La plupart des liaisons qui sont mises en œuvre ont aussi une vocation de business, et excusez-moi du peu, mais enfin, si demain on a des Martiniquais qui ont accès, redisons-le, au continent émergé le plus important de cette planète, parce que
je le répète, la taille que les gens voient sur cette projection de Mercator, ce n'est pas la taille de ce continent. Ce continent avale les 3/4 des territoires de cette planète. Donc il est immense, immense. Et donc avoir accès pour, par exemple, des Martiniquais, à qui c'est peut-être plus compliqué d'avoir accès aux marchés occidentaux, européens. Avoir accès à ce marché éventuellement africain est quelque chose qui n'a peut-être pas non plus été toujours voulu par l'État français. Carl, c'est ça? Tout ce qui peut permettre des liaisons avec d'autres pays est bon à prendre. Bon, maintenant, je me souviens de toutes les expériences tentées antérieurement avec Atlanta, etc. De mémoire, il me semble que ça devait être du temps de l'ERDTM. On finançait même une partie du billet. Je me souviens. Oui. L'actuel président du directoire, je crois, de l'aéroport, son nom m'échappe. Ici, en Martinique. Todia. Franz Todia. Je l'ai entendu énoncer des choses extrêmement intéressantes, séduisantes, il y a quelques années de ça, où il expliquait que si nous voulons équilibrer notre tourisme et sortir de la saisonnalité, il fallait nous diriger vers l'hémisphère sud, qui connaît la période d'hiver, quand l'hémisphère nord connaît la période d'été. Et il avait développé des choses de ce genre-là. Ça m'avait paru vraiment très séduisant et très à propos. Alors bon, ce n'est pas si facile que ça, parce que l'un des problèmes, c'est de pouvoir équilibrer les trafics dans un sens ou dans un autre. Et ça... Tiens. Non, mais je n'ai jamais dit que... Enfin, je ne crois pas avoir expliqué que la Martinique était un continent. Pas encore. Ça viendra peut-être, mais enfin, pour le moment, je n'ai pas cette idée-là. Donc, c'est compliqué. Et pour vous citer simplement une anecdote, quand les premiers avions de la Cubana d'aviation sont venus en Martinique, à l'initiative d'Hector Pompée, feu Hector Pompée, paix à son âme. Que tu connaissais bien. Que je connaissais bien. Est-ce que vous savez qu'on avait refusé de mettre la passerelle pour monter à bord de l'avion? Et que c'est avec une échelle qu'on était monté? C'est pas vrai. Et comment donc je passe sur la kyrielle de photographes qui photographiaient à qui mieux tous les gens qui pouvaient aller dans cet avion. C'est 75, hein? Bon, c'était vieux. Et c'est vrai que l'une des raisons du coût, même si Cuba offrait une destination à un coût tout à fait compétitif, ben c'est que l'avion, à un moment ou à un autre, il retourne à vide. Parce que nous sommes un petit territoire avec une population qui n'est pas si nombreuse que ça, et cette population dont on connaît les conditions d'existence et de ressources n'a pas forcément les moyens pour se balader aux quatre coins de la planète et pour prendre l'avion aussi simplement que ça. Mais dans le sens Martinique-Cuba, il devait être plus rempli que dans le sens Cuba-Martinique. Absolument. Oui. Mais bon, parce qu'il n'y avait pas tellement beaucoup de Cubains qui venaient à l'époque. Hein. Pour le retour, c'était plus féminisé. Voilà. Non, c'était pas à cette époque-là. Mais je vois que tu as des références. Elle a des connaissances en la matière. Je vois que tu as des références. Ah oui. Bon, je ne sais pas plus long. Tu ne contredis pas. Non, pas du tout. Je me retire du débat. Non, mais donc voilà, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Et j'ai eu l'occasion, ça remonte à une trentaine d'années, parce que, comme quoi, il y a des choses qui se font. En tout cas, il y a des projets, il y a des idées qui sont agitées. L'ERDTM, à l'époque, avait voulu faire une étude sur la manière de voir le tourisme. Je me disais, mais quand un touriste vient en Martinique, et qu'il va à Macouba, il va à Grand-Rivière, il va au Prêcheur, il va à l'Anse-Couleuvre, il va à Séoul, et qu'en étant là-haut, il voit la Dominique. Comment l'idée ne va pas lui dire, tiens, mais j'aurais pu aller là? De même, quand il descend à Sainte-Lucie, il voit Sainte-Lucie. Et mon idée, c'est une idée, c'est pas un projet, hein, c'est une idée. C'est-à-dire, bon, pourquoi nous ne proposerions pas un projet avec plusieurs îles? Après tout, ce que les bateaux, l'Express des îles et compagnie font, c'est pas très différent. Oui, absolument. Mais pourquoi on ne proposerait pas un produit touristique un petit peu plus élaboré? On le fait pour les joueurs de golf. Voilà, quitte à partager le gâteau, entre guillemets, avec
nos amis Bien de sûr, Dominique bien sûr. ou de Saint-Lucie. Alors, je pensais, en plus, nous avons la Guadeloupe qui est après, donc on pourrait très bien arriver par la Martinique ou partir par la Guadeloupe, ou inversement. Bon, et quand je dis qu'on pourrait faire, c'est vrai que ça demande un effort de créativité, d'imagination, de sortir d'un... Mais personne ne peut le faire à notre place, c'est ce que je veux Voilà. dire. Voilà, Très bien. Karl. Michel, J'ai parlé. je voulais Non, intervenir. enfin, alors, Karl a dit l'essentiel, c'est que, bon, bien sûr, on ne peut que souhaiter des relations avec le continent africain. Le problème, c'est la faisabilité économique. Hein. C'est de savoir si bon, j'ai entendu ce matin sur une radio le représentant du Sénégal, il a dit que c'est une étude Préalable. préalable. Bon, ils sont en train d'explorer. Bon, donc, et il a bien dit qu'il allait rencontrer des gens, lui. Tu parles de business. Il va y rencontrer des gens qui peuvent alimenter bon, Etodia que tu as cité, a renchéri sur l'aspect. Bon, parce qu'il y a quand même le fait est, bon, on n'a pas l'autonomie en matière d'aviation civile, là, tiens. Bon, voilà. Pas encore. Ah, bon, mais oui, pour faire ce genre de choses, ben c'est un parcours du combattant. Hein. On fait pas Et tout avoir s'il le y a une seul prérogative. Oui, mais Laissez-moi finir. Bon, laissez-moi finir. Mais nous sommes pas dit là. Mais non, mais si nous voulons faire une liaison avec l'Afrique, il faut que l'État français donne, dans l'état actuel, Il faut développer l'Afrique. Mais oui, Oui, c'est sûr, mais oui, Michel. Mais nous ne sommes pas autonomes pour l'instant. mais voilà. Pour Enfin, l'instant. il y a deux solutions. Mais voilà. c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si c'était un acte C'est pas volontaire. les idées qui manquent. Mais est-ce qu'on peut on a quand deux même solutions. dire... Pas tout le monde en même Alors, temps. on veut faire un pont et une rivière. On a deux solutions. Soit on fait le pont et on va chercher la rivière, soit on fait la rivière, on va chercher le pont. Moi, je sais que s'il y a la rivière, il faudra bien nous que Jambey et nous que Bouzou en pont. Bon, alors c'est Mais- ça mais- c'est ce qu'ils font en ce moment. Non, mais juste pour dire... Béatrice. Michel, Béatrice. Juste pour dire, l'État français, oui, mais nous aussi, il me semble qu'on a payé des compensations à des compagnies américaines pour venir en Martinique, qui Tout à n'ont fait. même pas eu la décence, pour les plus récentes, de mettre même un comptoir commercial, ok, alors qu'on payait pour Ils nos sous-traitent, compatriotes. hein, ils sous-traitent avec je ne sais pas trop Il quoi. n'y avait pas de comptoir. Carrément. Il n'y avait pas de comptoir, tout se faisait par voie électronique. N'empêche qu'on a payé. La question, moi je veux bien que l'État français, soit dans l'obligation, puisque c'est sa compétence de donner des autorisations. Donc je pense que cette délégation est aussi venue discuter avec les représentants de l'aviation en Martinique pour voir ce qui était possible de faire. Mais puisque nous avons un conseiller autour de la table, peut-être qu'il faut interroger la collectivité territoriale de Martinique pour savoir ce que nous sommes aussi, nous, en capacité ou en volonté de mettre sur la table pour pouvoir permettre l'émergence de liaisons telles que celle-ci, qui pourrait être un début vers le Sénégal, peut-être vers la Côte d'Ivoire. En tout cas, toute la côte ouest africaine nous intéresse à plus d'un titre, au titre mémoriel certainement, mais je pense qu'il y a des choses à développer. Et je tiens à dire que nous ne sommes malheureusement pas les premiers à y penser. Je crois que nous venons d'un réalisme très malheureux, mais qui est un réalisme commerçant entre l'Hexagone, l'Afrique et Fameux commerce triangulaire. malheureusement. Triangulaire, Bon, oui. voilà, ce commerce triangulaire. Alors, donc, on nous fait en commerce et puis les frais nous, Oui. et puis allons les voir. Et je tiens à dire que aussi, ça permettra peut-être de réviser, parce que le Martiniquais, l'Antillais en général, pour avoir vécu en France hexagonale, mais pour avoir entendu des propos ici, c'est tellement souvent senti supérieur à l'Africain qu'il serait bon qu'il aille voir aussi comment se développe ce continent, et en l'occurrence, par exemple, ce pays qui est le Sénégal. Charles. De moins en moins, on utilise la projection Mercator. Aujourd'hui, c'est la projection polaire, parce que la projection Mercator Est totalement déformée, bien voilà, sûr. Absolument. C'est ça. Représente les continents N'empêche que c'est tellement ancré. sous forme de gouttes d'eau, et aujourd'hui, la projection polaire est beaucoup plus fidèle. Le prof de géographie précise ça, et tu as raison. Hein. Effectivement, pendant très Tu longtemps. peux redire, parce que peut-être que j'ai pas bien expliqué, mais... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire la projection Mercator, elle mettait l'Europe au centre et face donc à la projection, et puis les autres continents étaient un petit peu périphériques, et notamment l'Afrique, qui est en dessous, était représentée sous forme de gouttes.
Et donc cette goutte, elle étalait l'Afrique tout en long et elle déformait l'Afrique alors que l'Afrique réellement est 2 fois plus importante en superficie. Alors, juste, c'est même pas seulement l'Afrique. Tous les pays des Suds avaient été raccourcis. Alors, c'était pour les lignes de navigation, il faut le dire. Donc, en fait, la projection de Mercator, c'est cette fameuse map monde que l'on voit un peu partout et qui nous montre les pays avec des tailles. En fait, les tailles qui sont sur cette projection, donc sur ces maps monde, sont fausses, sont faussées. Et à l'époque, étrangement, tous les pays européens avaient été un peu grossis, ou en tout cas, s'ils n'avaient pas été grossis, tous les pays du Sud, dont l'Amérique du Sud, dont l'Afrique et d'autres, avaient été totalement raccourcis. Pourquoi? Mais les proportions et la forme étaient à peu près correctes. Pourquoi? Parce que au départ, le méridien de Greenwich, qui est le méridien de départ de la navigation, puisque la navigation était principalement européenne, c'était le méridien zéro à partir duquel toutes les navigations partaient, eh bien c'était uniquement pour des raisons pratiques et j'ai envie de dire de navigation commerciale. Aujourd'hui, la projection polaire est beaucoup plus honnête du point de vue du rétablissement des proportions. Ceci étant dit, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui a été dit, j'y souscris totalement. Les hubs, c'est les aéroports à correspondance, c'est-à-dire que il est illusoire d'imaginer que des Martiniquais partiront en Afrique, etc., au Sénégal. Par contre, si il y a des voyageurs du continent d'Amérique du Sud ou de la Caraïbe, parce qu'il y a quand même 40 millions de Caribéens qui veulent se rendre en Afrique, ils peuvent venir par la Martinique pour s'y rendre. Et inversement, il y a beaucoup de personnes riches en Afrique qui souhaiteraient faire des vacances, non pas en Europe, mais venir qui en font aux Antilles. Déjà, d'ailleurs. Voilà, et donc ça serait la possibilité pour, en sorte c'est un terme un petit peu complexe, d'archipel métropolitain, dans le sens où il y a des métropoles, l'Afrique du Sud, il y a de puissantes fortunes, de grandes fortunes, et puis dans les autres capitales africaines aussi, pouvoir revenir par l'intermédiaire de cette traversée, venir en Martinique, et puis partir du point de vue de la projection et donc vers l'Amérique du Sud, etc. Ça sont des raccourcis qui sont à mettre en place, je te rejoins, et il faut effectivement de l'imagination et de la volonté politique, et de toutes les façons... Tu nous diras si c'est une réflexion... On sera attentif. Non, mais c'est intéressant. On connaît très bien François Audiard, qui... a des affinités... Non, mais je parlais surtout, est-ce que la CTM est prête à, comme ça avait été fait pour Delta, comme ça avait été fait pour d'autres, à financer une partie, quelque part, de la mise en œuvre de ces lignes? Je suis mal placé pour m'engager, mais oui, c'est de la réflexion. Oui, voilà, absolument. Si tu nous diras si ça rentre dans les réflexions prochaines. Tout à fait. Mais de toute façon, depuis fort longtemps, moi j'entends Serge Letchimy dire vouloir commercer dans la Caraïbe, avec le Brésil. Et chaque fois, nous avons des problèmes parce qu'on n'a pas la possibilité de prendre certaines décisions. Il a été à l'origine d'une loi, la diplomatie locale, territoriale, il a été à l'origine de oui, absolument. C'est dommage. Alors, si vous êtes d'accord, ce serait... Pourquoi tu souris? Bon, ne réponds pas. Michel est ironique. Il est ironique à chaque fois que je dis quelque chose. Incroyable. Parce qu'il ne peut pas m'empêcher de penser que tout le monde, sauf à être dans un statut d'absurdité totale, et pour le développement des relations avec la Caraïbe et l'Amérique latine. Le problème, il y a d'abord des problèmes juridiques, c'est que d'abord, malgré la décentralisation, ces compétences ne sont pas entièrement entre les mains des collectivités, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a des problèmes de logistique, c'est que les métropoles ont fait en sorte que les relations, c'est une loi économique, les relations économiques des différentes îles sont beaucoup plus fortes vis-à-vis de l'ancienne métropole que de manière transversale. Donc c'est pour ça que le CARICOM, l'OCE font des efforts considérables pour pouvoir précisément briser ce déterminisme économique historique qui oriente les échanges dans cette direction. Et tu dis tellement vrai que n'oublions pas que la Guyane est sur le continent sud-américain et que malgré tout, alors qu'elle a une capacité à se pourvoir en biens sur son continent, Bagay est arrivé par avion-bateau. Mais c'est bien ça le souci. Il faut que les gens comprennent bien parce que
vous connaissez le problème bien, mais imaginez que quelqu'un veut acheter quelque chose au Brésil, mais quelqu'un en Martinique, hein, ça doit partir à Paris et revenir ici, soit par bateau, soit par avion, cela. Mais pire, quelqu'un en Guyane, à côté, le Brésil. Pardon? Oui. Mais c'est la palisse peut-être pour toi, Michel. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Mais Michel, tu poses un problème que depuis 30 ans, tous ceux qui réfléchissent au développement économique, mais c'est la question de l'autonomie que tu poses là. Mettons-nous tous ensemble pour essayer de résoudre le problème. Mais raison de plus pour dire pas. Je veux bien qu'il faut parler sur le plan philosophique, mais la question, je m'excuse en tant qu'économiste, ce sont des questions que nous nous posons et que nous essayons de résoudre juridiquement. D'ailleurs, on n'achète pas de pétrole au Venezuela, par exemple. Par exemple. On va me dire que mais le pétrole du Venezuela, il a beaucoup de soufre, donc par conséquent, on ne peut pas le mettre aux normes, européennes. Donc, je ne conteste pas l'intérêt, c'est pas ce que je dis. Le fait est que on n'achète pas de pétrole au Venezuela. Qu'est-ce qui est plus près? Mais par contre, on vend des voitures de marque française. Qu'est-ce qui est plus près? Le Venezuela ou l'Amérique du Nord? C'est le pacte qui est le prix de référence des produits pétroliers en Martinique. Et qu'est-ce qui est plus près en matière de maïs? Des voitures françaises le maïs. Ça veut dire qu'ils ont réussi à le maïs français. Donc, l'économie de la Martinique. Je roule un maïs qui n'est pas de pesticides. Excusez-moi, parce que je crois qu'il faut quand même. Ce sont des lapalissades. Mais le fait est, c'est que puisqu'on parle de relations économiques extérieures, les relations économiques extérieures de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, sont orientées principalement vers la France et l'Europe. Tout à fait. Évidemment. Et les flux et les moyens de transport aussi. Bon, donc s'il n'y a pas de moyens de transport transversaux, et c'est ce que les organismes qui se sont montés après les indépendances des pays caribéens essaient, avec beaucoup de difficultés, à construire pas à pas. Mais il n'y a pas que ça quand même, parce que quand tu as des îles qui se ressemblent et qui sont très peu industrialisées, la complémentarité de l'offre est plus difficile. Exactement. Voilà. Mais oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, simplement une référence historique. C'est une survivance du pacte colonial. Tout à fait. Bien qu'il ait été supprimé par la loi du 3 juillet 1861, il y avait un phénomène d'assimilation, n'est-ce pas, et qui nous fait passer par la métropole. Exactement. Et ça, j'ai appris ça en disant, c'est mon ami, ton bon ami Jacques Adélia Edmerlon. Jacques Adélia Edmerlon, l'historien. L'ancien président de l'université. Martinico-guadeloupéen. Tout à fait. Hein? Oui, Jacques, absolument. On le salue d'ailleurs. Il était mon professeur en maîtrise. Je le salue aussi. Alors, mon vieil ami Jacques. Je voudrais vous proposer quelque chose, pas pour un débat pour ce soir, mais un jour, bien expliquer dans cette émission qu'on dit que la Martinique coûte, que la Guadeloupe coûte à l'État français. Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire une émission sur ça pour expliquer aux gens ce que nous représentons? Les économistes doivent travailler là-bas. Mais il n'y a pas que la dimension économique. Mais il y a la dimension géopolitique, la dimension de rayonnement, la dimension de richesse culturelle, la maritime, la zone économique exclusive qui fait que la France passe au deuxième rang du point de vue de... Mais oui, non, il n'y a pas que la dimension économique. Grâce au territoire d'outre-mer. Tout à fait. Alors il faut l'expliquer. 1200 oui, c'est vrai, c'est pour ça que je parle de la 1200 km², 40 000 km² de zone économique exclusive maritime. Je te donne un élément de réflexion, de réponse. 1200. C'est que, mais 40 000. Avec mon ami Karl, nous avons souvent écrit sur cette question. Et le rapport annuel de l'IEDOM publiait un graphique qui était extraordinaire. Et puis brusquement, depuis 10 ans, ça ne paraît plus. Pourquoi? On te montrait le flux du solde commercial, c'est-à-dire le déficit commercial, Martinique, Guadeloupe, etc., et te montrait le flux des transferts publics. Alors, les transferts publics, c'est à la fois les salaires des fonctionnaires, la sécurité sociale, parce que les cotisations de sécurité sociale, malheureusement, dans nos pays, sont quand même inférieures aux prestations. Et tout cela, on s'apercevait que... et puis les flux financiers. Les flux financiers, notamment ce que rapportait l'épargne des Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, qui étaient placés dans les
dans les sièges sociaux des grandes banques françaises. C'était pour une prochaine émission, Michel. Hein? Alors, non, ce que je veux te dire, c'est que nous ne pouvons pas. Je te dis tout de suite, hélas, que depuis 10 ans, je me faisais un plaisir chaque année dans Justice de faire un papier là-dessus, mais on ne peut plus le faire parce que les titres se sont rendus compte certainement qu'on utilisait ces données-là et ils ne les publient plus. Voilà. D'accord. Et je rajouterais même que ça sera très difficile aussi de quantifier tout ce que nous créons comme emploi, parce que tous les biens qui arrivent, évidemment, ce sont des emplois. Tout à fait. Tout ce que nous créons de richesse avec tous ces enfants dont nous finançons l'exil, qui payent des loyers, qui mangent, qui se transportent, qui s'habillent, qui prennent l'avion, qui prennent le bus, qui prennent le train. Donc, et qui travaillent. Parce que le déficit démographique est là-bas. Mais au-delà du fait qu'ils travaillent, c'est l'argent du travail des parents lorsque les enfants sont étudiants, qui est ici, qui part là-bas, et qui va financer de la restauration, qui va financer de l'alimentation, qui va financer... D'accord ? Donc ça aussi, quelque part, il faudrait aussi qu'on arrive intégrer tout ça. À l'intégrer. Et on sera loin du compte. Et je tiens à dire en plus que, contrairement à ce qu'on dit, la Martinique fait partie des territoires sur lesquels il y a le plus de non-recours aux droits. C'est-à-dire que les gens ont droit à des prestations auxquelles ils ne font pas appel. Tout à fait. Et nous sommes parmi les territoires français. C'est par ignorance ou bien par, c'est ça? Par méconnaissance, par manque d'accès, et puis parfois par inefficacité, aussi parfois par inefficacité de l'information relative au droit lui-même, parce que nous avons, et encore une fois je dis qu'il faut balayer devant notre porte, il faut que nous sachions dans les services publics faire du aller vers, c'est-à-dire aller vers les personnes qui ont besoin. Ça ne va pas s'améliorer avec cette affaire de cet engouement pour la numérisation par lequel on jure. Ça ne va pas s'améliorer. Ça, c'est clair. Emmanuel nous a fait une proposition. Oui, J'ai l'impression que nous trouvons des obstacles. D'arroser son jardin. On a des solutions. Oui. Non. Mais il a fait des propositions. Donc il faut réfléchir à ça. Ce sera la politique d'effectif. Voilà, c'est ça. Peut-être par secteur, mais qu'on commence cette réflexion. C'est important. Oui. Effectivement, il faut qu'il arrive quand on dit que Claude Palmer, c'est le facteur d'enrichissement principal du coût de la vie. Mais c'est incroyable, ça, d'entendre de pareilles choses. Mais écoute... Bon, allez, j'ai fini. Alors, il y a quelque chose. Il n'y a plus tellement de sujets parce que là, on a écoulé l'heure. La lumière verte est allumée depuis un moment. Elle est verte ou elle est rouge? Elle est verte. Non, mais puisqu'on parle, il y a quand même, j'ai marqué là, passeport. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas nous délivrer des passeports, des visas, des choses comme ça. Mais quand même, quand je vois que nous, Français, nous Martiniquais, mais Français, nous allons dans combien de pays, on ne nous demande pas de visa, on rentre comme chez nous, quoi. Et au retour, on demande aux gens des visas. Donc, ça est en train de, quelque part, dans la Caraïbe, je parle de la Caraïbe, hein, on est en train de bloquer les touristes éventuels de la Caraïbe qui voudraient venir chez nous. Pourquoi chaque fois qu'il dit quelque chose, il se moque de moi, cet homme? Non, mais tu es comme le Huron d'Amérique. Ça veut dire quoi, Michel? C'est dire ça sur votre Oui, j'ai bien compris ça. Tu découvres le colonialisme. C'est curieux, ça. C'est parce que je suis un peu plus jeune, Michel. C'est pour tu ça. Découvres alors tu découvres. Tu sais, comme tu es un homme pratique et que tu en as... Tu dis, mais qui manière aucun découvert que Martinique sans colonie, chef. Mais une fois qu'on a dit ça, si on n'explique pas aux gens qui nous regardent... Mais bien sûr. Nous sommes d'accord. Voilà, c'est ça le même de la philosophie. Mais ceci dit, c'est pourquoi je me contente de sourire. Bon, alors... Là où il faudrait balayer devant notre porte, c'est aussi d'expliquer à nos compatriotes qui vont dans la Caraïbe, qui ne sont pas dans des pays conquis, qui doivent respecter les lois du pays, les règles. On vous dit de vous mettre derrière la ligne jaune et pas aller. C'est un autre problème. Et malheureusement, nous n'avons pas une bonne réputation dans beaucoup de ces pays-là. Oui. Et quand j'ai eu l'occasion d'être témoin de pareils comportements, mais j'ai honte. Je souscris totalement. Sauf aux États-Unis. Aux États-Unis, on met des lignes jaunes là. Non, mais et ils s'attendent pas à brûler. Non, parce qu'il y a des arguments frappants. Alors, dernière chose, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que le président Macron fait un meeting à Saint-Pierre. C'est une plaisanterie, c'est fake news. Non, c'est pas ça. C'est l'affiche c'est passé, c'était la semaine dernière.
l'affiche qui était passée disait Emmanuel Macron avec vous. Mais en fait, c'est le credo de sa campagne. C'est à Saint-Pierre, c'était marqué Saint-Pierre. Oui, mais avec vous. Bon, mais en fait, c'est le credo de sa campagne. D'ailleurs, juste à titre indicatif, donc c'est un hashtag avec vous que utilisent les gens de En Marche. Et c'est développé sur Twitter parce qu'ils communiquent beaucoup sur Twitter. Sans moi, sans nous. Voilà. Donc, et là, il y avait toute une série de personnes entourées de rouge, les invendus. C'était pas les marcheurs, c'était les invendus. C'était à Saint-Pierre. Donc en fait, c'était pas vrai. Bon, en tout cas, mais c'était un meeting pour Emmanuel Macron des représentants de la République En Marche. Ok, très bien. Oui, Charles. Un mot, il a fait une présentation de son programme aujourd'hui. Il nous réserve des choses corsées. Hein. J'ai vu que... Sans jeu de mots. Ah non, mais tout à fait. Le reste, ça deviendra le revenu d'activité. L'assurance chômage deviendra France Travail. Enfin bon, c'est vraiment... Pôle emploi, France Travail, oui, absolument. Et donc, la retraite à 65 ans. Et puis, donc, visiblement, les gens qui sont au chômage sont coupables. C'est de leur faute de ne pas trouver d'emploi. Ils n'ont pas traversé la route. Pas seulement ils n'ont pas traversé la route. Pas seulement ceux qui sont au chômage. D'une manière générale, quand on est pauvre, on est coupable. Et il y a une idée, je voudrais vraiment dire ça. Cette idée qu'il n'y a pas de droit si on n'a pas de devoir. Un enfant qui naît, il a des devoirs de quoi? On a des droits. Les droits de l'homme, quelle est la contrepartie? De baisser les chines? De baisser la tête? De dire oui, voilà? C'est quoi? Je ne comprends pas, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, une majorité de gens, disent mais oui. Quand on a des droits, c'est parce qu'on a des devoirs. Eh bien non. Le droit de vivre dans la dignité n'est assorti d'aucune conditionnalité. Et les gens qui disent le contraire, ce ne sont pas des êtres humains. Bien. C'est tout. Bien. Très belle parole. Réflexion. Michel va répondre la prochaine fois. Non, mais Philippe veut dire quelque chose. Non, réfléchir. Réflexion. Réflexion. Michel, deux mots pour finir, Michel. 2 mots pour finir. Non, je pense que... On a fait une belle émission. Bien sûr, on a fait une belle émission. Et que j'ai bien aimé que tu aies commencé par la question de la Corse et de l'autonomie. Parce que ça nous a permis de recentrer le débat. Voilà. Et de savoir qui est qui. Bien. Merci Michel. Alors Philippe, le mot de la fin pour toi. Un mot de la fin pour toi. Oui, non, moi je trouve que cette émission a été effectivement très très intéressante parce qu'on a pu replacer un certain nombre de problématiques et de mettre en place certains concepts. Voilà. Okay, qui nous permet des éléments qui nous permettront d'aller plus loin dans la réflexion. Personne ne détient la vérité absolue, hein, mais les éléments sont là et on pourra aller plus loin dans la réflexion pour aboutir à des propositions de solutions. Très bien, Carl. Contrairement aux apparences, je ne suis pas convaincu que nous soyons en opposition ni même en contradiction. Nous avons des angles de vue. C'est comme on regarde la lumière à travers un prisme. On décompose la lumière comme un arc-en-ciel, c'est tout. Mais c'est toujours la lumière qu'on regarde, hein? C'est toujours la même chose. Eh bien, chacun a une optique, un angle de vue, mais qui est parfaitement légitime, respectable, qu'il faut prendre en compte, mais il y en a d'autres. Et ce n'est pas parce que moi, j'aime pas les logiques binaires. Comme j'ai raison, tu as tort. Sauf à être avec moi. Non. Je peux avoir raison, mais tu peux avoir raison aussi. Très bien. Et c'est pour ça qu'on dit que 1 plus 1 égale 3. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un dire je me battrai pour... C'est Voltaire. C'est Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de... Voilà, très bien. Merci beaucoup, Carl. La lumière sur le plateau. Il a parlé de prise de lumière d'arc-en-ciel. Oui, moi je pense que le débat est important, intéressant, et même si Michel a envie de nous mettre hippon à chaque fois. Ça sera mon tour, Juste rassurer en plus les téléspectatrices et les téléspectateurs de ce que nous apprécions et nous nous enrichissons d'ailleurs les uns des autres, et que c'est vraiment l'essentiel, et qu'on espère tous que nous participons aussi à enrichir
l'angle de vue, voilà, c'est pas seulement les Martiniquais. Finalement, à ouvrir ce prisme. Très bien, merci beaucoup Charles. On n'a effectivement pas de crise égotique ici. L'échange est tout à fait cordial, même s'il est passionné. Ce que je voulais dire, c'est qu'au moins nous débattons, parce qu'il y a 2 candidats présidentiels qui ont ostensiblement manifesté leur désintérêt pour les débats. C'est le président Macron et Mme Le Pen. Ils ne veulent pas débattre avec les autres. Alors, bien, peut-être que la conjoncture favorise, en tout cas pas au premier tour, parce que justement, ils veulent s'économiser, sachant, entre guillemets, hélas, d'après eux, avec un petit peu d'arrogance, qu'ils seraient au 2e tour. Mais bon, ça a toujours été le cas des présidents sortants. On a même été la lumière, là, on a un petit souci. Alors, je voudrais juste dire quand même, peut-être vaut mieux qu'ils n'aillent pas faire de débat si c'est pour faire un débat comme Pécresse et Zemmour. C'était lamentable. C'était horrible. J'ai pas vu lamentable. J'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Moi non plus, j'ai fermé. Franchement, c'était lamentable. C'est impossible. Lamentable. Merci à tous les 4. Merci. Merci. 2, 4, 5. Merci à tous les 5. C'est vrai que nous avons grandi depuis. Donc, merci à tous les 5. Excellent week-end à tous. Et puis à très bientôt, la semaine prochaine, si Dieu veut. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Si Dieu le veut. Merci.